Good. Donc, on va commencer. Donc, bienvenue à tous. Euh, Aujourd'hui, en fait, vous avez droit à un événement qui pourrait être interactif. Ça veut dire que notre conférencière pourrait choisir d'interagir avec vous. Et aussi, les rencontres sont enregistrées, comme vous avez pu le constater quand vous êtes arrivé. On enregistre l'événement pour faire une rediffusion euh, par la suite. Étant donné qu'il s'agit d'une interface de webinaire, on va vous demander d'utiliser l'outil Q&A ou QR conséquemment à votre choix de langue quand vous avez fait votre installation de Zoom, donc questions-réponses ou question and answer. Moi, je vais me faire un plaisir de nommer vos questions, de dicter vos questions à Carole pendant qu'elle fait sa présentation, si elle le permet. Ensuite de ça, ben, juste une petite introduction, là, c'est quoi ça, Télétravail Académie? Ben, c'est une gamme de services de Atelier B2B. Donc, c'est quoi l'objectif de cette gamme de services-là? Ben, c'est démocratiser et démystifier le travail à distance. Donc, évidemment, on a deux volets pour le faire. On a un volet qui est entreprise et on a un volet qui est plus communautaire. Donc, on est courtier en optimisation du travail à distance pour les entreprises. Donc, peu importe le mode de télétravail, que ce soit hybride ou 100% télétravail, pour les petites, les grandes entreprises, dans tous les secteurs d'activité, on peut intervenir. Et cependant, c'est important de comprendre qu'on ne cherche pas à imposer le télétravail à personne. On cherche à ce que les gens trouvent leur équilibre à eux, parce qu'il est différent pour chaque entreprise. Il y a des entreprises avec un très fort potentiel de télétravail et il y en a d'autres qui en ont tout simplement pas. Et il y a tout le spectre des possibles entre les deux extrêmes. Donc, on aide les entreprises à trouver l'équilibre idéal entre le travail présentiel et le travail hybride, travail à distance. Et grâce à nos généreux sponsors, ben, on a du contenu à valeur ajoutée gratis pour vous, pour les travailleurs à distance et leurs employeurs. Ça veut dire des formations, des conférences, des entrevues gratuites sur le site de Télétravail Académie et sur la chaîne YouTube du même nom. Et en plus de ça, ben, on a des événements en direct comme aujourd'hui, les midi-causeries, 45 minutes à l'heure du lunch, tous les premiers mercredis du mois. Et notre sponsor aujourd'hui, ben, c'est Leader en Action, qui est une entreprise qui est centrée sur les solutions transformatrices. Et notre conférencière d'aujourd'hui, c'est Carole. Carole est une experte de la productivité depuis 14 ans, experte, je dis bien, passionnée par les relations humaines depuis toujours, car elle accompagne de nombreux dirigeants des cadres supérieurs, des entrepreneurs, pour les aider à entrer dans l'action et dépasser leurs objectifs plus rapidement. Et Carole, aujourd'hui, nous présente sa conférence Multiplier votre efficacité par la délégation. Sur ce, à toi la parole, Carole. Merci. Alors, merci Hugo, merci à vous tous. Alors, attendez, je vais juste ajuster mes petites choses. C'est bon. Voilà. Alors, je ne vais pas faire de PowerPoint. Merci à vous tous d'être là. Merci Hugo pour cette belle présentation. Je ne vais pas faire de PowerPoint parce que je voulais que ce soit interactif et que je vous partage aussi plus l'expérience que j'ai eue et l'expérience de mes clients. Je pense que c'est aussi court, c'est important qu'on apprenne à se connaître. Et il va y avoir dans le chat les coordonnées. Donc, si vous voulez certaines slides ou si vous voulez plus d'informations, vous allez avoir mes coordonnées dans le chat. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager comment la délégation peut être un outil efficace pour vous. OK? Le plan d'aujourd'hui, il y a 5 parties essentielles. C'est pourquoi déléguer, hein? Quelle est l'importance de déléguer, comment choisir les tâches à déléguer. Aussi, en troisième, quel genre de manager vous êtes, parce que c'est bien important de comprendre que si je délègue, je dois connaître le style de management que je fais. Les freins à la délégation, et je vous laisse la chantilly pour la fin. C'est vraiment le processus, les étapes essentielles pour faire une
délégation efficace et un sans faute. Alors, petite histoire, j'ai eu à gérer pendant mon jeune âge, je cache mes cheveux gris, donc il y a quand même quelques années, en tant que jeune manager, où je gérais à peu près une quinzaine de collaborateurs. Et je voulais tout faire par moi-même parce que je voulais montrer à tout le monde, un peu égaux, tout ce que je savais faire et tout ça. Mais finalement, à la finale, j'étais stressée, dépassée par les événements et effectivement pas du tout productive. Donc, de cette expérience, j'ai tiré des leçons. Bien sûr, en tant que coach et experte, j'ai eu à me former également et j'accompagne beaucoup de gens pour ce genre de sujet puisque c'est un sujet essentiel pour sa productivité personnelle. Et donc, et c'est de là que je vais vous tirer tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, la délégation est une compétence de leadership. Si je ne délègue pas bien, je ne peux pas être un bon leader pour ma carrière, déjà, pour mon évolution de carrière, pour mes équipes, pour l'entreprise et pour le poste que j'occupe. Donc, cela pourrait paraître simple, mais en réalité, c'est une compétence essentielle pour transformer sa manière de travailler. OK. Alors, je vais vous dire des phrases qui vont vous sembler très familières, que ce soit personnel, professionnel, mais surtout professionnel, bien sûr. Je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite. Hein? Alors, on la connaît celle-là. Je vais le faire moi-même, je n'ai pas le temps de le former. Je vais le faire moi-même, je suis sûre du résultat et ça va être mieux fait. Et je vais le faire moi-même, je ne vais pas le déranger. Et une de mes top 5, c'est je vais le faire moi-même, ça va me prendre 5 minutes. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'il n'y a rien qui prend 5 minutes. Absolument rien. OK, je veux faire un tutoriel, je clique sur un lien et puis je ne sais pas comment j'ai fait. Je me retrouve une heure après en train de visiter le Taj Mahal ou de regarder des vidéos de chats. Donc, il n'y a rien qui prend 5 minutes. Donc, que ce soit bien. Donc, vous comprenez qu'à partir, à partir de ces exemples, ce qui est important de comprendre, c'est d'abord votre valeur horaire. OK? Je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite. Hein. Si je vaux 200 $ de l'heure et que je fais toutes ces petites choses moi-même, ok, donc je fais des tâches à 20 $ de l'heure, et ben si je suis en poste, je deviens la secrétaire la mieux payée en ville. Hein, et si je suis à mon compte, ben je risque de pénaliser finalement mon entreprise et de la mettre parfois même en danger. Donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas être à 100% de son temps sur sa haute valeur. Mais un bon professionnel, et quand je parle de haute valeur, on va dire c'est votre valeur de 200 $. Un bon professionnel doit être à 60% de son temps sur sa haute valeur. D'ailleurs, mes clients que j'accompagne, quand ils font le diagnostic, ils s'aperçoivent qu'ils sont à 30% maximum de leur haute valeur, de choses à haute valeur par semaine. OK? Et bien sûr, à la fin de mon accompagnement, ils reviennent à 60%. On ne peut pas être à 100% ou sinon on devient psychorigide. Donc ça, c'est l'élément clé pour comprendre qu'il est essentiel et c'est important de déléguer et donc l'urgence de savoir bien déléguer. Alors, en premier, on va voir pourquoi la délégation est essentielle. La délégation est essentielle pour 3 axes. Au gestionnaire, donc à moi-même, pour gagner du temps et pour me concentrer sur les choses qui m'amènent à haute valeur ajoutée, à haut rendement et à des actions stratégiques. Le deuxième point, c'est aux collaborateurs. Cela permet aux collaborateurs de se développer, d'être motivés, d'apprendre. Okay,
Et le troisième axe qui est très souvent oublié, c'est le goulot d'étranglement. Si je ne délègue pas, mon bureau, mon espace devient un goulot d'étranglement. Ok. Je vais vous donner un exemple j'ai accompagné une directrice d'hôpital et elle me disait, Carole, j'ai un problème de délégation. À part que toutes les communications arrivaient sur son bureau parce qu'elle avait un bug avec la rédaction et les fautes d'orthographe. Donc, elle vérifiait tous les documents avant qu'ils sortent. Bien entendu, ces documents sortaient en retard et elle n'était pas sur sa haute valeur. Donc, effectivement, elle était vraiment devenue un goulot d'étranglement pour ce département. Et aussi, Pardon, pardon, oui, Carole. Est-ce que oui, tu es confortable? Est-ce que je te pose des questions pendant ta présentation ou tu préfères qu'on réserve le tout pour la fin? non, juste avertis-moi quand tu le fais, tu lèves la main et puis je vais m'arrêter de parler. Ça me fait C'est ce plaisir. que j'ai fait là, donc je vais la baisser. Puis, on a une question qui est, peut-on avoir des exemples de tâches à basse valeur ajoutée versus haute valeur ajoutée pour mieux comprendre ton propos? Ok, basse valeur ajoutée, c'est commencer à faire son travail par la boîte de courriel. Ok, 85% de vos courriels sont sans valeur ajoutée. Alors, ça vous donne un exemple. Le surprocessing, un peu comme je vous partageais pour ma cliente, la, le perfectionnisme, je cherchais mon mot, le perfectionnisme. Ok. Si une tâche doit me prendre 30 minutes et qu'en fait elle me prend 2 heures et demie parce que je suis trop perfectionniste, ben en fait, les 2 heures et demie qui sont supplémentaires, ben je ne suis pas sur ma haute valeur. Voilà. Donc, et aussi le fait que pour l'entreprise, le troisième axe, donc aux gestionnaires, aux collaborateurs, ça permet et à l'entreprise de ne pas être un goulot d'étranglement, mais aussi que les choses fonctionnent avec votre absence. Ok, je dois partir en vacances, je suis malade une journée, je suis en congrès à Chicago, ben les choses continuent à fonctionner. Okay. Donc ça, c'est le premier axe, pourquoi la délégation est essentielle. Le deuxième axe, c'est comment choisir les tâches à déléguer, bien entendu. Okay. Donc j'ai 3 critères pour revenir un peu aux tâches à haut rendement. Ok, si je dois faire de la prospection, si en général c'est toujours laissé au dernier moment, quand j'aurai le temps, je ferai de la prospection. J'ai des chefs d'entreprise qui se sont retrouvés à être à 2% de leur temps sur le développement de leurs affaires. Vous imaginez? Donc, bien faire la liste de vos tâches à haut rendement et les tâches à bas rendement. Okay. Et quand je parle de bas rendement, pour juste réappuyer sur ce bouton, c'est que je liste les choses que je fais qui sont à 20 dollars. Okay. Alors que ma valeur, ou ce que je veux espérer valoir, c'est 200, 400, 500 dollars de l'heure. Donc, il est bien important de répartir et de voir qu'est-ce que je vais déléguer. Le deuxième point, c'est les tâches routinières, hein, qui ne nécessitent pas une compétence euh, extraordinaire. Donc, tout ce qui est routinier, répétitif, soit je l'automatise, soit je le délègue. Okay. Le troisième axe, c'est une compétence qui nécessite une expertise. Mettons, aujourd'hui, nous avons accès à beaucoup d'outils Internet. Moi, je vois des gens qui apprennent à faire leur comptabilité, à faire leurs réseaux sociaux. Oui, c'est bien, mais combien de temps vous gardez pour votre compétence véritable sur votre vrai métier? Ok. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a des experts pour ça, ça va leur prendre moins de temps et le travail sera beaucoup mieux fait que vous. Donc, ça, c'est vraiment pour revenir euh, sur l'exemple de choisir les tâches à déléguer. Okay. Alors, pourquoi déléguer? Quelles sont les tâches que je dois déléguer? Et le troisième point, quel genre de gestionnaire êtes-vous?
bien sûr, c'est important de vous connaître en tant que gestionnaire pour savoir comment vous allez déléguer, à qui vous allez déléguer et comment choisir peut-être même vos collaborateurs. Alors, il y a deux grandes familles, on pourrait s'étaler beaucoup plus, mais j'essaye d'aller à l'essentiel pour vous donner un maximum de choses. Euh, il y a le super manager, hein, le super gestionnaire, qui est beaucoup sur la tâche, beaucoup sur la relation. Okay. C'est bien, à part que s'il a des juniors, c'est bien, des juniors qui viennent de rentrer, donc il va les former, il va les accompagner, il va leur présenter du monde. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent personne. Donc, j'ai besoin d'avoir une relation avec mon manager, avec mon gestionnaire et finalement d'être formé. Mais une fois que j'ai travaillé depuis 1 an avec ce manager, je commence à être relativement autonome. Pas surtout, mais relativement autonome. Vous imaginez si vous continuez à être la même chose, à être control freak, à tout contrôler, à donner des ordres, dès que la personne va devenir un peu plus senior, elle va trouver aucun défi à continuer à travailler avec vous. Et bien sûr, un senior va prendre ses espadrilles et courir pour partir. Okay. Donc, l'idée, c'est d'adapter son management et sa gestion aux collaborateurs et au style de l'expérience et de la seniorité qu'ils ont. La deuxième famille, c'est le géo du Club Med. Moi, j'appelle ça le gentil organisateur. C'est la personne qui est vraiment euh, beaucoup sur la relation, pas du tout sur la tâche. Alors, c'est parfait avec des gens qui sont seniors, qui savent vraiment ce qu'ils ont à faire. Donc, on est dans la relation, c'est agréable, mais finalement, je sais relativement ce que j'ai à faire. On a bien sûr des meetings, mais je sais ce que j'ai à faire. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un sur mon dos. Par contre, je vais vous donner un exemple d'un client que j'ai accompagné. Euh, il n'aimait pas payer des seniors. Il me dit non, ça me coûte trop cher, à part qu'il avait à peu près 14, 15 juniors. OK? Mais lui est gentil organisateur. Vous pouvez imaginer le camp de vacances que ça devait être. OK? Donc, quand j'ai commencé à l'accompagner, il a fallu licencier 15 personnes et j'ai réengagé 3 professionnels top. OK? Pourquoi? Parce qu'il est gentil organisateur. Il n'aurait pas formé son personnel. Okay. Donc, la question, c'est que son entreprise a pris de l'ampleur parce que justement, finalement, c'était la même enveloppe salariale qu'il a transformée en 3 personnes. Donc ça, c'est bien important d'évoluer finalement avec ses collaborateurs pour les amener à l'autonomie parce que tout gestionnaire finalement rêve d'amener ses collaborateurs à l'autonomie. Okay, pour nous permettre finalement de développer certaines compétences, d'être plus sur la stratégie et de faire des choses qui ont plus de valeur ajoutée finalement pour l'entreprise. Donc ça, c'était le troisième point. Et c'est bien important de comprendre ces 3 points. Maintenant, hein, quels sont les freins à cette délégation? Hein, le 4e point, c'est quels sont les freins à cette délégation? OK? Croire que personne ne peut le faire mieux que vous. J'ai une mauvaise nouvelle. Les cimetières sont pleins de gens qui se pensaient indispensables. OK? Donc, vraiment, c'est important d'apprendre et de faire confiance aux gens. Une autre, c'est ne pas avoir le temps de déléguer. J'ai beaucoup ça dans mes gestionnaires que j'accompagne. Carole, je n'ai pas le temps de les former. OK, mais aujourd'hui, on a accès à énormément d'outils. Comme là, on partage un Zoom. Vous pouvez partager votre écran, l'enregistrer et finalement faire des tutoriels. OK? Sur chaque outil, on fait un tutoriel. Alors, si quelqu'un vous donne sa démission ou part en congé maternité, de toutes les façons, même en donnant sa démission, il a
2 semaines de préavis. Dans ces 2 semaines de préavis, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'il fasse plus des tutoriels sur chaque outil, ce qui fait que ça va permettre à la prochaine personne, même si c'est un remplacement de maternité, d'être au bout de 48 heures, d'être pratiquement opérationnel. Je ne dis pas à 100%, mais mettons à 60%. Donc aujourd'hui, on a accès à des outils pour ne plus avoir à m'asseoir avec un collaborateur et tout lui expliquer. Okay. Un autre frein, c'est vouloir mériter, que le mérite nous revienne. Hein. Surtout dans une grosse structure, on veut que le mérite nous revienne. Je pense qu'on connaît ça. Bien sûr, affirmer que c'est plus simple de le faire vous-même. Un autre très important frein, c'est peur de perdre une partie de votre pouvoir. Okay. J'ai une gestionnaire, elle me dit, Carole, il faut vraiment que tu m'accompagnes parce que tous les collaborateurs rentrent dans mon bureau systématiquement tous les jours, 4-5 fois par jour et me dérangent. Alors je lui ai dit, ok Marie-Noël, mais qu'est-ce qui se passerait si vraiment plus personne ne te dérangerait? Et elle me dit, là, un peu arrêt sur image, un peu déstabilisée, elle me dit, en fait, je servirai plus à rien, donc on va me remercier. Je dis non, réfléchis, comment tu vas plus servir à rien? Et là, elle réalise qu'elle pourrait être beaucoup plus sur la stratégie, développer des compétences, ok? En rendant ses collaborateurs, bien sûr, elle avait peur de perdre du pouvoir, mais en fait, c'est juste une peur de ne pas voir plus loin de ce à quoi elle pouvait avoir accès. Donc, une fois qu'elle a compris ce à quoi elle pouvait avoir accès, en bien déléguant et en donnant toute l'information qu'il fallait, elle a commencé à être de plus en plus, avoir du temps de qualité et pour faire des choses à haute valeur. Et bien sûr, le dernier frein, bon, bien sûr, il y en a plusieurs, mais un des derniers les plus populaires, c'est penser que vos collaborateurs ne sont pas capables de faire le travail aussi bien que vous. Oui, peut-être au début, mais par la suite, ça va, vous risquez d'être vraiment surpris et surprise. Donc, déléguer, ce n'est pas un savoir-faire, déléguer, c'est un savoir-être. OK? Alors, voilà le meilleur pour la fin, c'est quel est le bon processus de déléguer pour être redoutable et hyper efficace. Je voudrais amener déjà 2 points de bon sens. OK? Une délégation doit être acceptée. On connaît trop souvent, oui, je vais le faire quand je vais avoir le temps. Pas de surprise, vous revenez une semaine après, qu'est-ce qui s'est passé? Votre collaborateur n'a pas eu le temps. Hein? Normal. Donc, valider. Est-ce que tu t'engages? Quand est-ce que tu pourras le faire? Est-ce que je peux compter sur toi? OK? Valider l'acceptation. Ça a l'air logique, mais beaucoup de gens ne le font pas. Et donc restent frustrés avec la chose qui n'a pas été faite. Le deuxième point de bon sens, c'est la délégation poubelle. OK? Je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. C'est je donne à mon collaborateur tout ce que je n'ai pas envie de faire, donc qui n'est pas capable de faire du travail intéressant. J'ai visité dernièrement une entreprise où ils avaient engagé des stagiaires. Il y avait un stagiaire qui avait un master en finance, ok, bon, et qui venait de graduer. Et finalement, on lui donnait à faire des photocopies et distribuer le courriel. Pas terrible. Oui, il peut le faire parce que ça dépanne, mais en contrepartie, il doit quand même faire des choses où on aurait pu bénéficier finalement de son nouvel apprentissage et de son enthousiasme et de sa motivation. À l'inverse, on l'a démotivé en lui donnant des tâches poubelles. Alors, le processus d'une bonne délégation. Un gestionnaire a tendance à croire, et on nous le dit et redit, qu'il est entièrement responsable du résultat de la délégation.
Faux. Il est responsable de la finalité. OK? Et ce que je vais vous partager, c'est les 5 étapes où chacun, vous en tant que délégant, vous êtes responsable, mais aussi votre collaborateur est responsable. Donc, c'est un tableau que je fournis, donc il n'y a qu'à m'écrire et je vous l'enverrai ou je vais vous mettre un lien pour si vous voulez prendre une rencontre pour avoir plus d'informations, ça va me faire plaisir. Donc, les 5 étapes cruciales, ok? On ouvre bien ses oreilles, on prend des notes. 1. Spécifier les résultats attendus en SMART, ok? Le délai, le détail, hein, où aller chercher l'information, je suis SMART, ok? Et m'assurer, dans la même étape, de la compréhension de ce qu'a compris mon collaborateur. Vous allez être surpris juste de lui faire répéter ce qu'il a compris. Pourquoi? Parce qu'on apprend, on prend pour acquis que la personne a compris ce que vous lui avez dit. Non. Valider. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que beaucoup de gens sont frustrés et perdent du temps. J'ai passé 45 minutes à lui expliquer, lui a compris autre chose, il a travaillé 4 heures dessus. C'est 45 minutes de perdu pour moi, 3 heures pour lui. Okay? Donc, juste valider. Comment tu fais ça? Ben, c'est ça. Je lui demande de reformuler. Je dis, écoute, je veux juste qu'on s'entende sur comment est-ce qu'on s'est bien entendu. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris? Juste ça. Ça suffit pour réajuster le tir. Donc, il doit reformuler. Et le collaborateur, dans la même étape, a la responsabilité de vous poser toutes les questions. Hein? On l'a entendu souvent. Oui, mais tu ne me l'as pas dit. Hein, avec les épaules comme ça. Ouais, tu ne me l'as pas dit. Oui, mais à part que moi, en tant que gestionnaire, j'ai 14 millions de choses dans ma tête. OK? Et ce qui me paraissait comme évident, ben, je ne te l'ai pas dit. Donc, le collaborateur a la responsabilité de vous poser toutes les questions. La deuxième étape, c'est que le délégant, le gestionnaire, doit fixer des points de rencontre, de contrôle. On fixe que c'est le jeudi à 14 heures, tous les jeudis à 14 heures qu'on va se rencontrer. On le fixe et on s'engage. OK? Ce n'est pas un coup oui, un coup non. Pourquoi? Parce que je perds ma crédibilité. Donc, je m'engage à ces points de contrôle. Mon collaborateur a l'obligation, lui, de son côté, d'évaluer la faisabilité. Est-ce qu'il a les compétences? Est-ce qu'il pense que c'est faisable? Est-ce que dans sa quantité de travail, il pense qu'il va pouvoir le finir dans les délais? Il doit nous confirmer sa faisabilité. Donc, vous comprenez que chacun a son rôle. La troisième étape, également importante, c'est d'accorder une autorité, une attitude nécessaire à mon collaborateur. Si je demande à mon collaborateur d'organiser le party de Noël avec un budget de 5 000 $, ben, je dois lui dire, écoute, à 200 $ près, ce n'est pas la peine de me déranger, prends la décision si c'est moins de 200 $. Pourquoi? Parce qu'il risque de venir me déranger à chaque 20 $ qu'il va dépenser. Donc, inutile pour lui, inutile pour moi. Donc, l'obligation la responsabilité de mon collaborateur est de m'établir un plan d'action. OK? Il doit m'établir un plan d'action relativement détaillé. La quatrième étape, c'est suivre les progrès. Donc, à ces points de rencontre, jeudi 14 heures, je dois suivre le progrès de mon collaborateur, lui donner du feedback, lui donner des conseils, l'amener un peu à réfléchir sur la stratégie et je dois le motiver. Ça, c'est ma responsabilité en tant que gestionnaire. Okay? Lui, par contre, doit faire un compte-rendu à jour avec peut-être ses problèmes, ses défis, les problématiques qu'il a rencontrées ou les obstacles qu'il aurait rencontrés. OK?
Euh, et la cinquième et dernière partie, c'est qu'effectivement, en tant que gestionnaire, je garde la responsabilité de la finalité de cette délégation et la responsabilité de mon collaborateur est de ne pas attendre la dernière minute. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais vous exposer aujourd'hui. Et donc, plus vous allez travailler sur votre délégation de manière efficace, et plus vous allez pouvoir libérer du temps pour développer vos compétences et être dans votre vraie valeur. Alors, mon conseil, effectivement, c'est que dès cet après-midi, vous asseyez sur une semaine, quelles sont quelles sont vos tâches à haute valeur, ok, et quelles sont les tâches à moins haute valeur, ok. Faites le listing et faites un plan d'action par rapport à ça. Alors, je suis ouverte à vos questions. Moi, j'en ai une, en fait. C'est comment tu fais pour choisir les tâches que tu vas déléguer? En fait, j'ai dit qu'il y avait trois tâches. Déjà, les tâches à basse valeur ajoutée, hein, qui ne m'amènent pas dans ma vraie valeur. Les tâches répétitives, ok, qui peuvent être faites sans aucune autre compétence. Et les tâches qui nécessitent une expertise pointue. C'est-à-dire, je ne vais pas jouer au comptable si je dois me former 14 jours à être comptable alors que je suis développeur d'affaires, par exemple. OK. Une autre question ici, c'est quoi les outils pour suivre les tâches déléguées qu'on pourrait utiliser? Pour suivre les outils, c'est ça, c'est les points de contrôle et faire le suivi avec la personne. Et puis, les points de contrôle se font en deux temps. OK? À quoi tu as donné suite et à quoi c'est quoi ton défi? Et finalement, qu'est-ce que tu as l'intention de faire cette semaine et à quoi tu vas donner suite? Et là, le gestionnaire va donner des conseils, va donner son feedback, va donner son input. OK. On te demande ici de développer sur le point 5, si c'est possible. Le point 5, c'est-à-dire Ah, je maintenir, sais. Oui, maintenir la responsabilité, c'est ça? Ou c'est probablement. le processus de délégation? Il y avait 5 fois, donc je veux juste m'assurer que… C'est l'Académie qui a demandé ça, c'est Anna. C'est dans le processus qu'elle précise. OK, dans le processus, effectivement, le gestionnaire reste responsable de, euh, de la finalité. OK? Entre-temps, il y a des responsabilités de la part du collaborateur. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à croire qu'en tant que gestionnaire, on a toute la responsabilité, ce qui est faux. Donc, euh, je ne sais pas si je vais me répéter, donc spécifier, reformuler, fixer des points de contrôle, accorder l'autorité nécessaire, suivre les progrès, hein, par des feedbacks, conseils, motivations, et je maintiens quand même la responsabilité. Donc, c'est pour ça que je suis vigilante sur mes suivis. Comment tu gères les erreurs quand tu délègues? Donc, les gens font des gaffes. Qu'est-ce que tu fais OK, avec ça? OK. Quand les gens font des erreurs, moi j'aime beaucoup quand les gens vous rendent le travail où vous avez évalué des erreurs, c'est de dire, OK, de 0 à 10, comment tu évalues ton travail? C'est assez percutant parce que si la personne vous dit 8 alors que vous avez considéré que c'est 5, je vous invite soit à la développer en compétences, soit la remercier. OK? Par contre, très souvent, les gens sur moi, j'ai eu une collaboratrice, quand elle m'a remis un travail, elle m'a dit, oh, je ne sais pas, 6 sur 10. J'ai dit, bon, alors moi, je n'ai pas de temps à perdre, hein, donc tu me rendras le travail quand tu considéreras que c'est à 8. Donc, c'est de donner aussi quand il a fait une erreur, il y a une technique que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le rewind. OK? OK, on reprend dès le début, qu'est-ce qui s'est passé,
comment tu aurais pu faire de différent? Parce que si c'est lui qui constate son erreur, si c'est lui qui arrive à voir ça, c'est très impactant. Vous pouvez donner tous les conseils que vous voulez. La plupart, surtout dans les jeunes générations, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, hein. Il n'y a rien qui est resté au milieu. Donc, l'idée, c'est que lui trouve sa propre solution. OK, qu'est-ce que tu es prêt à faire de différent la prochaine fois? Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas te tromper la prochaine fois? Donc, je le challenge. Je ne vais pas par le chemin facile en donnant des conseils. Donner des conseils de toutes les façons, ça n'a jamais fait évoluer les gens. On peut les Donc, c'est une former. approche de coaching que tu Oui, proposes. oui, c'est une approche de question pour qu'il se OK. questionne et qu'il arrive à trouver ses propres réponses. Il n'y a que ça qui va compter de toutes les façons. On aimerait savoir s'il y a une structure de feedback que tu suggères. C'est un peu ce que tu viens de souligner, là, mais Le feedback, il y a deux éléments dans le feedback. Il doit être utile et aidant. OK? S'il est ni utile ni aidant, c'est pour casser du sucre sur votre collaborateur, vous allez faire que le démotiver. Donc, les pistes d'amélioration, voilà ce que tu pourrais lire, va revoir ça, voilà comment tu pourrais te former, hein. Donc, utile et aidant pour l'aider à évoluer. C'est les deux termes hyper importants. donc s'assurer que ce qu'on va dire va être utile pour la Oui, et relation avec. maintenant, si c'est de dire non, c'est pas bon, c'est pas bien, je suis frustrée, tout ça, ça a plus l'impact de démotiver et du non-apprentissage de votre collaborateur que de le faire évoluer, en fait. Comment tu t'assures que tu gardes le contrôle quand tu délègues pour terminer? Par les points de rencontre. Il n'y en a pas 50. Si je ne fais pas mes points de rencontre, et je vois beaucoup de gestionnaires rater les meetings de leurs collaborateurs parce qu'ils n'ont pas le temps. Ouais, mais si tu n'as pas le temps, attends-toi à les Ouais, résoudre. ils considèrent que c'est pas prioritaire parce que c'est à Ouais, c'est l'interne. pas prioritaire parce qu'il y a le client, parce qu'il y a la réponse, parce qu'il y a l'appel, il y a l'appel d'offres. OK. Oui, mais en même temps, c'est ce support à donner à mes collaborateurs qui va être important et qui va me permettre de faire le suivi, de savoir où est-ce qu'ils en sont. Puis la fréquence de notre question ici, là, idéale pour les points de rencontre, ça ressemble à quoi Alors, d'après toi? les rencontres, c'est comme j'ai dit, il y a différentes formes, hein. Chez Google, c'est des scrums le matin, 15 minutes, debout, hein. Même sur Zoom, les gens se mettent debout, on fait un scrum. OK, qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ça peut être une forme. Ça peut être un rendez-vous par semaine. Et par contre, vous pouvez commencer à espacer les rendez-vous aux 2 semaines, mais pas plus, OK? Quand vraiment la personne a une seniorité ou vous sentez qu'elle a maîtrisé. Mais ne pas faire du tout de point de rencontre, de contrôle est une grande erreur de beaucoup de gestionnaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut être control freak, mais ça veut dire qu'il faut être là pour veiller à ce que, puisque vous devenez de toutes les façons entièrement responsable, donc que vous gardiez un peu, c'est pas démissionner de ses responsabilités déléguées, hein, on s'entend. Déléguer, c'est donner la possibilité à l'autre de se développer et à moi de me développer. Ouais, puis le rôle du dirigeant, c'est toujours de surveiller que le travail est bien fait aussi. Oui, qu'il avance, qu'il est bien fait, qu'on n'a pas d'enjeux, qu'on n'a pas euh, d'enjeux qui vont nécessiter vraiment une intervention. Et puis, si ça nécessite une intervention spécifique, alors là, c'est une autre chose. Mais en principe, c'est de suivre ses affaires. Ben, merci beaucoup, Carole. Franchement, là, c'était vraiment là, une excellente présentation. J'ai beaucoup apprécié. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on est plusieurs dans ce cas-là. En passant, je crois que tu as laissé dans le chat des informations Non, concernant. j'arrive pas à mettre, je voulais mettre mes coordonnées. Je les rajoute, moi, de mon OK. côté. Donc, j'ai Ah, ajouté tes coordonnées
pour une rencontre de 30 minutes, donc avec un lien Calendly, là. Puis il y a ton adresse courriel et le lien vers ton site Internet. Moi, de mon côté, ben, étant donné que les rencontres sont enregistrées, ben, on va les rediffuser normalement. Au plus tard, la rediffusion se fait le mois plus tard. Donc, au début, quand on est rendu au prochain euh, Midi-Causerie Télétravail académique, c'est là qu'on va mettre en ligne la mouture précédente. Donc, vous allez trouver les rediffusions sur le site Internet et sur la chaîne YouTube. Donc, on va vous aviser de tout ça en temps et lieu. Puis votre prochain rendez-vous, ben, c'est le 7 août, le premier mercredi du mois d'août à 12h15 avec Daniel Boucher qui va nous parler du CRM et du télétravail. En attendant, ben, je vous remercie d'avoir été là et je souhaite bon télétravail à tous. Merci à tous. Merci Hugo. Merci beaucoup. Bonne journée.